Comment sortir de l'ennui au travail? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Thomas Simon, enseignant-chercheur et auteur d'une étude sur l'ambivalence de l'ennui en réunion. Bonjour Thomas. Bonjour Denis, merci de m'accueillir dans 0, Avec plaisir. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions à réunir pour générer de l'ennui en réunion? Alors c'est une très bonne question. Dans la littérature en gestion, on présente souvent l'ennui comme un état affectif transitoire, au cours duquel l'individu va ressentir une perte d'intérêt pour l'activité en cours. Et il y a quelques années, j'ai décidé de mener une recherche dans une agence bancaire et dans des institutions académiques afin d'étudier l'ennui dans les réunions de travail. Alors pour cela, j'ai assisté en simple spectateur à ces réunions et dans la foulée, j'ai mené des entretiens avec les participants. Et de cette collecte de données, il ressort plusieurs conditions pour que l'ennui surgisse dans les réunions de travail. Alors j'ai distingué 3 grandes catégories de conditions. La première concerne directement le participant à la réunion. L'ennui peut surgir lorsqu'un salarié ne se sent pas concerné par le sujet traité, lorsqu'il a l'impression qu'il serait plus efficace ailleurs, quand il n'a tout bonnement pas préparé la réunion à laquelle il assiste, ou alors quand il est fatigué physiquement ou mentalement. La seconde catégorie, elle va renvoyer à l'environnement, à l'organisation de la réunion. Une réunion descendante où on ne fait que transmettre des informations, un manque de rythme, de charisme de l'animateur, des chiffres et des données lancées à la volée, mais aussi des redondances sur des sujets déjà évoqués auparavant, ne vont faire qu'accroître le désarroi des salariés et participer au surgissement de l'ennui. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie que j'ai identifiée qui va correspondre à l'adéquation entre le participant et son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple un participant qui va assister à une réunion dans une autre langue que sa langue maternelle, ou qui se retrouve confronté à un jargon et des termes qu'il ne comprend pas. Ces facteurs contribuent eux aussi à générer de l'ennui et participent au décrochage du participant. Finalement, toutes les conditions que je viens d'évoquer ne sont pas exclusives, et on peut très bien assister à une réunion qui va manquer de rythme, animée par un manager dénué de charisme et qui présente des données chiffrées incompréhensibles. Vous avez alors une sorte de cocktail parfait pour que les participants s'ennuient fortement. Ok, et ces facteurs, ces conditions que vous évoquez spécifiquement pour les réunions, est-ce qu'elles sont les mêmes en dehors des réunions? C'est-à-dire, est-ce que les conditions de l'ennui au travail sont-elles les mêmes en dehors des réunions? Ou varient-elles aussi selon les personnes ou selon la position hiérarchique? Alors, on va retrouver des conditions communes entre les réunions et les autres activités en entreprise, mais aussi des conditions d'apparition différentes. Alors, parmi les conditions d'apparition communes entre les réunions et les autres activités, il y a par exemple le manque de rythme, la platitude, la fatigue physique ou mentale du salarié, l'impossibilité de comprendre des données chiffrées. Et puis d'autres conditions sont en revanche spécifiques aux réunions de travail, comme le manque de charisme de l'animateur ou la structure descendante de la réunion. Et de nombreux chercheurs en sciences sociales se sont d'ailleurs penchés sur les conditions d'apparition de l'ennui au travail en général. Ils évoquent notamment la monotonie des tâches, le caractère répétitif et rébarbatif des activités, mais aussi le manque de contact humain. C'est ce qui ressort de la plupart des recherches en gestion. Et puis, il y a aussi des différences individuelles concernant le surgissement de l'ennui. Comme je l'ai mentionné précédemment, plusieurs conditions d'apparition sont directement liées aux participants des réunions. Un salarié plus fatigué qu'un autre aura davantage tendance à s'ennuyer. Puis, il y a aussi des différences entre les postes, comme vous me l'avez demandé. Plus un salarié va être confronté dans ses activités quotidiennes à de la monotonie, à des activités rébarbatives, plus sa propension à l'ennui sera forte. Et c'est bien souvent le cas pour des personnes qui ne sont pas des cadres, qui sont dans la strate hiérarchique un peu plus basse, et du coup qui se retrouvent confrontés à des activités qui suivent une sorte de monotonie, une platitude généralisée dans la vie quotidienne du salarié. Et là, l'ennui, il y a une propension à l'ennui qui est plus forte également. Et cet ennui, justement, est-ce qu'il est clair sur des faiblesses du management? Alors, toutes les conditions que je viens d'évoquer ne pointent pas nécessairement les faiblesses du management, mais il y a certaines conditions sur lesquelles les managers peuvent agir dans l'organisation des réunions notamment. Alors, les managers, ils peuvent travailler sur le rythme des réunions, mais aussi sur leur dynamisme pour essayer d'éviter la platitude. Un autre phénomène sur lequel ils peuvent agir, et j'en ai pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle la réunionite. C'est quoi la réunionite? C'est cette fâcheuse tendance en entreprise à organiser des réunions pour tout et n'importe quoi. Ces réunions sont bien souvent chronophages, il n'en ressort pas grand-chose, si ce n'est de l'agacement chez les collaborateurs. Une réunion efficace, et là le management peut jouer là-dessus,
Une réunion efficace rassemble un petit nombre de salariés sur un sujet bien précis et pour un temps limité. Et de façon plus générale, et je trouve que cette question est intéressante, l'ennui finalement met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que si les salariés s'ennuient au travail, et pas seulement en réunion, c'est soit parce que la charge de travail est mal répartie, certains sont débordés pendant que d'autres se tournent les pouces, soit parce que les activités sont répétitives et donc source d'ennui. Et cette souffrance au travail, provoquée par des tâches ennuyeuses, me rappelle les turpitudes d'un personnage de la littérature, le personnage de Bartleby, qui a été créé par Herman Melville. Alors je fais ici un détour par la littérature parce que je trouve particulièrement éclairante la littérature sur cette question de l'ennui. Alors pour poser un peu le décor, qui est Bartleby ? Bartleby, c'est un salarié d'une étude notariale qui a pour mission de recopier des pièces juridiques. C'est véritablement un job à la con, hein, comme le dirait l'anthropologue David Graeber. Et vous l'aurez compris, Bartleby, qui passe sa journée à recopier des pièces juridiques, vit dans un ennui profond et mortifère. Il ne refuse pas ouvertement les tâches imposées par son patron, mais il lui oppose une sorte de résistance molle et passive. Et dans cette nouvelle, la nouvelle de Melville, Bartleby est un peu le porte-parole d'une humanité silencieuse. L'ennui dont il est porteur a fini par le dépasser. Progressivement, il ne travaille plus, il reste même à l'étude pour dormir, et il refuse d'être renvoyé par son patron. Et Bartleby serait peut-être finalement la première victime du bore-out. Le bore-out, c'est ce syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et finalement, il montre que, étant cantonné à des tâches particulièrement ennuyeuses, il finit par s'enliser dans son ennui. Et là, il y a véritablement un problème managérial à gérer, c'est-à-dire soit une question de répartition des tâches, soit travailler sur la polyvalence des tâches pour essayer d'éviter cet ennui mortifère. Et pour soigner cet ennui, je ne sais pas si soigner est le bon terme, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est que le manager soit au courant, mais est-ce qu'il est possible de parler de son ennui au travail? Est-ce que c'est possible d'exprimer, de mettre des mots sur son ennui? Ou est-ce que c'est un sujet qui est à éviter, qui est particulièrement tabou? Alors c'est une bonne question parce que j'ai repéré, moi, dans les entretiens que j'ai menés, un caractère tabou de l'ennui en entreprise. Comme on vient de l'évoquer, tout d'abord, pourquoi il y aurait un caractère tabou? Parce que l'ennui pointe du doigt les limites de certains modèles managériaux. Il montre qu'il y a des moments d'improductivité au travail et donc de moindre performance, que ce soit lors des réunions ou lors des activités quotidiennes. Et ça pose vraiment problème. Ça met vraiment le doigt là où ça fait mal. Et le caractère tabou de l'ennui, il est également imprégné fortement dans l'inconscient collectif. On va avoir du mal à en parler et ça va être très difficile de faire changer les mentalités, en tout cas en Occident, sur ce sujet. Nous avons tous en tête cette maxime commune, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Dès lors, j'ai ressenti parmi tous les participants que j'ai interrogés une certaine gêne lorsque l'ennui était directement évoqué en entretien. Les personnes essayaient de contourner la question, certains cherchaient des synonymes, faisaient même des périphrases pour ne pas parler directement d'ennui. Et les interviewés préféraient parler de lassitude ou de temps mort, plutôt que d'ennui directement. Un autre point intéressant que j'ai soulevé, c'est aussi que j'ai relevé une contradiction entre le comportement que j'ai observé pendant les réunions chez des participants et les propos qu'ils tenaient en entretien. Certains participants ont pu multiplier, notamment dans la réunion, des signes d'ennui très forts, corps immobile, regard fixe, bâillement soutenu. Et cependant, lors de l'entretien, quand je leur demandais s'ils avaient eu des moments d'ennui, là tout de suite, ils répondaient par la négative. Il y avait une véritable dissonance entre le langage du corps que j'avais pu observer et l'expression verbale lors des entretiens. Et puis lorsque l'ennui finissait, au bout d'un moment on arrivait à le mettre sur la table, finissait par être évoqué par les participants, il procédait très souvent à des généralisations. J'ai pu entendre des phrases du type « Oh, mais qui ne s'est jamais ennuyé en réunion ?» ou « Je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là ». Dire finalement qu'on s'est déjà ennuyé est une chose, mais être le seul dans cette situation en est une autre. Les interviewés avaient donc tendance à rappeler que les autres collègues s'étaient eux aussi ennuyés, et que si les autres collègues venaient à l'omettre ou à contester l'ennui lors de l'entretien, ce seraient alors des menteurs ou des hypocrites. Finalement, en procédant par généralisation, les interviewés victimes d'ennui se sentaient un peu moins isolés et donc un peu moins responsables de ressentir cet état émotionnel tabou. Donc comme on vient de le voir, il y a véritablement un travail à faire, que ce soit dans l'inconscient collectif, sur le rapport qu'on entretient avec ce terme ennui. Puisque toutes les personnes que j'ai pu interroger ont vraiment essayé de contourner ce problème qu'ils identifient comme quelque chose qui ne doit pas avoir lieu dans le temps de l'entreprise. Et finalement,
c'est difficile d'en parler, hein, on l'a vu. Il y a une difficulté à mettre des mots sur cet état affectif, puisqu'on a du mal à se dire qu'on est parfois le seul à s'être ennuyé, ou que c'est véritablement de l'ennui et pas simplement un moment de respiration qu'on a ressenti. Et donc, si c'est un sujet tabou, si c'était peut-être un sujet de honte, est-ce que ça signifie que on va cacher son ennui en entreprise ou dans son travail? Oui, c'est une très bonne question aussi, puisque finalement, beaucoup sont tentés de se taire et préfèrent garder leurs états émotionnels pour eux, puisque finalement, s'épancher sur ces sentiments va à l'encontre des normes, des conventions qui régissent les relations interpersonnelles au travail. Et je l'ai déjà précisé, mais c'était très difficile de faire parler les personnes interrogées sur cette question de l'ennui. Et pour libérer la parole des personnes interviewées sur ce sujet tabou, j'ai garanti, moi, une anonymisation des entretiens. En effet, il n'est pas forcément facile de parler du manque de charisme de son manager, de sa fatigue en réunion quand on est identifiable. Et donc, c'est grâce à l'anonymisation que j'ai pu améliorer la qualité de mes données, libérer la parole des personnes interrogées et donc faire ressortir une sorte d'impensé de quelque chose qui était mis sous le tapis dans les organisations. Ok. Et pour cacher cet ennui, on fait comment? On fait semblant d'être dans l'action, on fait semblant d'être de se plaire dans son quotidien de travail? Alors oui, ça peut être une des stratégies. Comment est-ce qu'on fait pour masquer son ennui? Parmi les stratégies, il y a effectivement l'idée qu'on va tenter de jouer le rôle de la personne affairée. Je travaille avec une collègue de la Sorbonne sur cette question de la mise en scène de soi en entreprise. Et ce que le sociologue Erving Goffman a théorisé par le semblant de travail. C'est-à-dire, je vais faire semblant d'être occupé, d'être débordé dans mon activité. On a beaucoup de gens qui masquent leur ennui en multipliant des activités superflues, dérisoires, pour essayer de combler ce manque-là. Et c'est intéressant puisque ils sont souvent présentés comme des personnes relativement affairées, alors que finalement, ils ne font pas grand-chose de leur journée. On a des personnes aussi qui, pour masquer leur ennui, vont se rendre de manière de manière très fréquente à la machine à café, vont multiplier les pauses, etc., pour essayer de remplir au maximum un agenda où finalement il n'y a plus grand-chose à faire et on essaye de trouver des activités autour de son activité centrale pour essayer de combler les journées autant que faire se peut. Et cette mise en scène de soi, est-ce qu'elle est aussi possible pour une personne en télétravail? Alors, elle est plus difficile puisqu'en télétravail, on ne peut pas partir en pause, on ne peut pas aller à la machine à café toutes les 2 minutes et il est plus difficile de jouer la personne affairée. En télétravail, on va trouver d'autres activités à faire puisqu'on est un peu moins surveillé souvent par son patron. Donc, on va se retrouver à parfois écouter une réunion en faisant de la cuisine, ou à lire des livres qui nous intéressent, qu'on n'a pas eu le temps de faire, ou parfois avoir un double écran avec une série à côté, etc. Donc en télétravail, on a d'autres manières d'échapper à son ennui, et étant un peu moins surveillé par le manager, on a la possibilité de se permettre des libertés et de faire de la multi-activité, puisque l'activité centrale étant peu consommatrice d'énergie et de temps, on peut s'adonner à d'autres activités, lecture, visionnage de séries, cuisine, etc. Donc on a souvent des salariés qui se retrouvent avec la réunion sur le téléphone, hein, c'est même pas l'ordinateur qu'ils ont avec eux, mais c'est le téléphone qui est dans la cuisine, et puis on voit la mosaïque de caméras vides, hein, puisque les personnes masquent leur visage pour ne pas montrer ce qu'elles font, et puis ils écoutent d'une oreille assez distraite ce qui se passe dans la réunion tout en faisant autre chose. Vous avez utilisé un terme que je trouve intéressant. Vous avez expliqué que cette mise en soi, elle est moins palpable ou elle existe moins en télétravail car il n'y a pas une surveillance de managers et des managers. Est-ce que ça veut dire que cette mise en scène de soi, elle s'explique principalement par un contrôle, une surveillance, et c'est ce contrôle, cette surveillance qui fait qu'on rentre dans une stratégie pour faire croire qu'on est actif, pour faire croire qu'on se plaît dans ce qu'on fait? Alors oui, tout à fait. Dans la philosophie, souvent, dans la philosophie notamment de Jean-Paul Sartre, il y a l'idée que la mise en scène
est une des conséquences du regard d'autrui. Finalement, quand on quitte la scène, et c'est pareil pour les acteurs sur une scène de théâtre, quand on quitte la scène, on va dans les coulisses, et Erving Goffman travaille beaucoup sur cette distinction entre l'avant-scène et puis les coulisses. Et ben finalement, quand on est en coulisses, on quitte un peu son masque. Donc quand on est moins sous le regard d'autrui, moins sous le regard des spectateurs, finalement les masques tombent et on arrête de jouer un rôle, ou on le joue d'une autre manière en tout cas. Donc effectivement, c'est le contrôle qui va avoir un impact sur la mise en scène. Et finalement, on a des salariés qui, normalement, quand ils travaillent dans des open space, se sentent regardés, que ce soit par les managers ou que ce soit aussi par leurs propres collègues. Puisque Alexandre Besnard et Thomas Zuber ont fait paraître un ouvrage il y a quelque temps très intéressant qui s'appelle L'Open Space m'a tué. Et dans cet ouvrage, ils décrivent à merveille la façon dont les salariés peuvent être comparés à des petits vieux dans un village qui s'épient les uns les autres dans une rue. Finalement, l'open space est une structure dans laquelle les individus se regardent les uns les autres. Ah tiens, un tel est parti à la machine à café à telle heure. Ah tiens, celui-là a multiplié les pauses café. Donc, et tout ça forme une sorte de contrôle généralisé dans lequel on est obligé de jouer un rôle, le rôle en tout cas de ce qu'on entend être le salarié modèle, pour se conformer à l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Et donc, c'est véritablement le regard d'autrui, pas simplement celui des managers, mais aussi celui des autres salariés, qui va avoir un impact sur la mise en scène, effectivement. Et si l'ennui est un sujet tabou en entreprise, si l'emploi repose avant tout sur un rapport de subordination, est-on dans ce cas-là condamné à se taire lorsque l'on s'ennuie au travail ? C'est une bonne question. Effectivement, on est tenté de le garder pour soi, de mettre les choses sous le tapis et de ne pas vouloir s'épancher sur cette question de l'ennui. On est parfois confronté à des personnes qui l'intériorisent de manière très forte et au final développent des syndromes. J'en ai parlé tout à l'heure, cette question du bore-out, c'est-à-dire un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. D'autres ont pu parler de placardisation. Et finalement, quand on garde cet état affectif pour soi, quand on intériorise de manière trop forte l'ennui, eh ben, on a des personnes qui vont développer ces syndromes-là et qui vont finir rongés. Véritablement, l'idée d'un ennui très pernicieux qui va ronger les personnes de l'intérieur et qui, du coup, leur pose véritablement des difficultés. Et c'est intéressant, cette question du bore-out, parce que le terme, il est apparu progressivement dans la littérature. Et il y a d'ailleurs un employé qui, en mars 2014, a décidé de poursuivre son employeur devant le Conseil des prud'hommes pour lancer ce qu'on a appelé le premier procès du bore-out en France. Finalement, c'est l'idée qu'un ennui qui se prolonge, d'un ennui qui devient trop fort, et d'un ennui surtout qu'on a intériorisé parce qu'on n'a pas réussi à en parler, finalement va détruire l'individu. Et cet employé qui s'appelle Frédéric Desnard avait fait un entretien au journal Le Monde et il stipulait que son bore-out était une résultante de ses conditions de travail. Et il expliquait qu'au début de son contrat, il avait pas mal de choses à faire. C'était un peu Monsieur Solution. Il réparait des lampes grillées, il supervisait des contrats, etc. Et puis au final, à partir d'une période un peu plus difficile pour son entreprise, ses journées avaient été réduites à 20 à 40 minutes de boulot effectif par jour. Et il était donc en proie à la lassitude, au désarroi. Il se sentait alors véritablement coupable et inutile. Et il a été victime d'un accident et même d'une crise d'épilepsie qui l'a placé en arrêt maladie. Et il a cherché, en 2014, à faire officiellement reconnaître le bore-out comme une maladie professionnelle. Donc c'est véritablement un enjeu pour les entreprises d'être capable de déceler l'ennui et que surtout les salariés ne le gardent pas pour eux. Puisqu'on l'a vu, c'est quelque chose de tabou, mais il faut être capable de mettre en mots cet état affectif pour véritablement peut-être en parler avec soit son manager, même si ça peut être difficile, ou alors avec des psychologues du travail, mais en tout cas des personnes qui soient des oreilles attentives et bienveillantes pour ne pas garder sur soi cette culpabilité de s'ennuyer, et puis finir, comme Frédéric Desnard, dans une situation de bore-out, c'est-à-dire d'un ennui qui nous a rongé de l'intérieur et qui fait qu'on est en arrêt maladie à cause de cet ennui. Là, nous venons de parler des conséquences négatives de l'ennui quand il se prolonge ou quand on le garde pour soi. Mais dans votre étude, vous montrez que l'ennui, s'il est ressenti sur de courtes périodes, peut aussi être vécu comme un moment de respiration et de créativité. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le point de bascule entre ce moment de créativité et ce moment de souffrance ? Alors,
C'est vrai que c'est intéressant depuis le début de notre échange. On a beaucoup centré cette question de l'ennui sur un sentiment affectif néfaste, négatif. Et dans l'étude que j'ai menée sur l'ennui dans les réunions, je voulais à tout prix aussi tordre le cou aux idées reçues sur l'ennui. Parce que on a toute une tradition littéraire, philosophique, qui présente l'ennui comme un fardeau. L'ennui, c'est une sorte de leitmotiv, une obsession pour les philosophes pessimistes, les poètes symbolistes et même les romantiques. Et d'ailleurs, le philosophe Émile Cioran présente l'ennui comme une sorte d'expérience effroyable, celle de vivre des jours et des heures qui s'écoulent sans arrêt et qui reviennent à la charge sans discontinuer. Et donc, on a l'impression, Cioran nous le dit, que tout l'univers est transformé en après-midi de dimanche. Donc, c'est ça véritablement l'ennui. C'est l'idée qu'on fait l'épreuve d'un temps pur, évidé, mis à nu, d'un temps qui a du mal à passer finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon étude, j'ai voulu contrebalancer cette vision très négative de l'ennui, notamment en m'appuyant aussi sur un autre pan de la littérature française, mais aussi de la recherche académique, qui présente l'ennui comme un moment de respiration, comme une sorte de vent de liberté qui souffle sur l'engrenage infernal du quotidien. Et c'est le cas de Raymond Queneau, puisque Raymond Queneau, dans son roman Le Dimanche de la vie, il présente le personnage de Valentin Bru, qui lui utilise l'ennui comme un moment de respiration dans son activité quotidienne. On a aussi Fernando Pessoa, qui présente l'ennui comme une ouverture au monde. Et puis, en 2014, deux chercheuses britanniques, Sandy Mann et Rebecca Cadman, ont fourni aussi des preuves empiriques pour soutenir cette intuition du pouvoir créateur de l'ennui. Et donc, à partir de cette revue de la littérature, et en montrant qu'il n'y avait pas qu'un pan de la littérature qui s'intéresse à un ennui comme un ennui étant destructeur, je me suis intéressé un peu à ce qui se passait dans les réunions. Et en interrogeant les participants, j'ai moi aussi pu me rendre compte de l'ambivalence de l'ennui, qui est très loin d'être un concept univoque, blanc ou noir. Il est plutôt dans une zone grise, cet ennui. Et quand il est ressenti sur des courtes périodes, l'ennui se présente véritablement comme un moment de respiration. C'est quelque chose finalement d'humain de s'ennuyer quelques instants lors d'une réunion. Et cet ennui circonscrit est alors propice à la créativité. Les personnes que j'ai pu interroger m'ont confié dessiner, prendre des notes, penser à d'autres dossiers en cours pendant ces temps propices à la rêverie. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, de normal finalement dans toute activité quotidienne du salarié. En revanche, lorsque l'ennui s'éternise ou qu'il se répète trop fréquemment, il va alors susciter la colère, l'agacement, et il va priver finalement les participants de liberté et les empêcher de faire autre chose. Et finalement, le point de bascule est assez fin. J'ai pas pu l'identifier en termes de minutes, mais il y a un point de bascule qui se fait entre un ennui court qui est là et salvateur et quelque chose de normal lié à une sorte d'humanité du participant. Et puis, il y a un moment où ça bascule, et là, on passe dans un ennui qui va devenir beaucoup plus pernicieux. Il y a à la fois la longueur de cet ennui et puis la fréquence, la répétition. C'est-à-dire que si on s'ennuie de manière très 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 répétée dans une réunion, là on va basculer dans cet ennui qui va susciter l'agacement et la colère chez les individus. Et comment réussir alors un bon usage de l'ennui ? Alors c'est vrai qu'un des objectifs de mon travail de recherche, c'était pas uniquement de décrypter, d'analyser l'ennui dans les réunions. Tout travail en sciences de gestion invite aussi les managers à réfléchir sur leurs pratiques et puis à proposer des pistes salvatrices pour le sujet qu'on étudie. Donc c'est vrai que j'ai essayé de proposer un bon usage de l'ennui dans les réunions, et c'est vrai que selon moi, gérer l'ennui, c'est en quelque sorte une affaire de dosage. Il ne faut pas chercher à bannir à tout prix l'ennui dans les réunions, on l'a vu, et on se retrouverait alors avec des managers qui chercheraient coûte que coûte à maintenir l'intention des participants, en menant des réunions tambour battant, sans aucun moment de respiration, quitte à se transformer en showman. Et c'est pas le but de mon article. C'est pas le propos. Comme nous l'avons vu, l'ennui a aussi des vertus créatrices. Il serait néfaste de chercher à le chasser par tous les moyens possibles. Donc, c'est pas l'objet de mon article de dire il faut que les managers se transforment en showman, en acteurs de théâtre, et qui cherchent à tout prix à capter l'attention de tous les participants à chaque moment de la réunion. Il s'agit plutôt de limiter l'ennui pernicieux, qui va susciter la colère et l'agacement. Et pour cela, j'ai trouvé quelques pistes pour réussir ce que j'ai appelé un bon usage de l'ennui, en apportant du dynamisme, mais sans tomber dans les travers d'une animation spectaculaire qui tournerait au ridicule. Alors, je vous en propose quelques-unes. C'est notamment d'éviter d'organiser des réunions qui ressemblent à des assemblées générales. Pour cela, il est essentiel de privilégier les petits comités. Et seules les personnes réellement concernées par le sujet doivent être conviées. Pour permettre une prise de décision rapide, il faut que le groupe ne dépasse pas une dizaine de personnes. De plus, il faut privilégier les formats courts pour gagner en efficacité.
Les réunions après 18 heures doivent être évitées. Et puis, il est essentiel de respecter les horaires de début et de fin qui sont établis à l'avance. Et pour dynamiser les réunions, il y a une start-up rennaise qui s'appelle Klaxoon, qui propose aussi un petit boîtier électronique qui permet à tout le monde de participer en temps réel grâce à des sondages interactifs, des quiz, des animations. Et puis pour limiter la passivité des participants, il est également possible d'assigner à chacun des rôles bien définis lors de la réunion. C'est le principe de ce qu'on appelle la réunion déléguée, qui va reposer sur une synergie des compétences. Pendant une réunion, on va par exemple désigner un logisticien, un scribe, un gardien du temps, etc. Voici donc finalement quelques pistes pour insuffler un peu de peps dans des réunions qui sont parfois sclérosées et donc source de cet ennui pernicieux. C'est bien noté. Et pour conclure, je voudrais évoquer un terme que vous évoquez dans vos études, dans vos travaux, le terme de salarié blasé. Vous expliquez que l'ennui peut transformer un salarié en un salarié blasé, c'est-à-dire un salarié qui se détache progressivement de son poste et qui finit par travailler uniquement par automatisme et qui est à la fois présent et absent dans son travail. Et ma dernière question, c'est comment éviter cette situation, ou plutôt que de l'éviter, c'est comment sortir de cette situation, comment sortir du blasement d'entreprise. Alors, vous avez tout à fait raison. Le salarié blasé finit par se détacher progressivement de son activité et travaille par automatisme. En revanche, je suis pas sûr que l'ennui soit la cause principale de blasement en entreprise, même si un des professeurs comme Isabelle Barthes et Yann-Hervé Martin présentent le blasé comme l'homme de l'ennui. Alors, dans mes études et dans mes travaux, je me suis basé sur les analyses du philosophe et sociologue allemand Georg Simmel. Et Georg Simmel, il analyse la mentalité urbaine. Et il montre que le blasement ressort de l'hyperexcitation perpétuelle des sens. Et je dirais plutôt que finalement, c'est le travail sur écran, le flux incessant des emails qui va participer au blasement des salariés. Puisque c'est l'hyperexcitation perpétuelle qui va entraîner une anesthésie des facultés sensorielles. Et finalement, le blasé, c'est celui dont les sensations sont émoussées et qui, de ce fait, n'éprouve plus de plaisir à rien. Il a tellement été sursollicité toute la journée, il a tellement vu passer des réunions, des boucles de mails, des ordres dans tous les sens, qu'il finit blasé. Et c'est finalement ces sensations émoussées qui entraînent le blasement. Alors, comment sortir de cette situation ? Je reviens ici à Bartleby, le personnage de Herman Melville que je vous ai présenté auparavant. Et c'est ce fameux scribe condamné à copier des pièces juridiques toute la journée dans son office notarial. Et de toute évidence, son travail de recopie l'ennuie profondément. Mais à cela s'ajoute aussi une activité où les pièces juridiques défilent dans un flux perpétuel. Et donc, à la fois en plus d'être ennuyé, il est véritablement blasé, Bartleby, dans son office notarial. Et pour sortir du blasement, et pour sortir de cette activité pernicieuse, il s'agirait finalement de se réapproprier son activité. Et il aurait pu transformer, Bartleby, son travail de copiste absurde en création littéraire. Et moi, je suis finalement convaincu que c'est la littérature, l'œuvre littéraire qui est une façon de s'extraire du blasement, que ce soit par les œuvres qu'on a pu lire auparavant et qui résonnent encore en nous, ou par l'acte d'écrire en lui-même. Mettre en mots ce que l'on vit au quotidien grâce à un carnet de bord notamment est un des moyens les plus sûrs pour s'extraire de la glaise du quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'a fait un autre auteur, Joseph Pontus, dans son roman intitulé « À la ligne », paru en 2019. Alors, qui est Joseph Pontus ? Joseph Pontus est un ouvrier dans l'industrie agroalimentaire et il passe ses journées à la chaîne à couper des queues de vaches notamment. Il travaille dans des abattoirs en Bretagne et il coupe des queues de vaches. Et dans de telles conditions, le blasement arrive très vite puisqu'il est confronté à une chaîne continue de carcasses de vaches qui arrivent devant lui. Et ce sont finalement des vers de Guillaume Apollinaire, des textes d'Alexandre Dumas qui vont résonner en lui. Et il va finalement réinventer son quotidien. Il va se prendre par un mousquetaire qui va ferrailler contre les gardes du cardinal au moment où il coupe des queues de vache. Et donc, son roman est aussi un journal de bord, un cahier d'usine qui va lui permettre à la fin de la journée de mettre à distance ce qu'il vit au quotidien une fois que sa journée est terminée. Finalement, Joseph Pontus nous a donné ici une clé, c'est-à-dire que c'est la littérature. C'est l'œuvre littéraire qui lui a sauvé la vie. C'est une des manières, pour moi, et une des manières les plus sûres de sortir du blasement au travail. Merci Thomas. Avec grand plaisir. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'ennui au travail. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités, mais également afin de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.